rien que. Ok. Alors, je ne sais pas, j'ai essayé de partager l'écran. Alors, j'ai dit que la leishmaniose est une parasitose vectorielle qui peut être soit une zoonose, soit anthroponose. Bon, ça dépend des foyers. Chez nous, en Algérie, c'est une zoonose. Le parasite flagellé sanguicole et tissulaire. Le déplacement se fait grâce à des flagelles. Le genre, c'est leishmania. Le vecteur est appelé le phlebotum. L'insecte qui transmet le parasite est appelé le phlebotum. Donc, le parasite, il est à développement. La vie tao, il est à développement intraleucocytaire. Il vit à l'intérieur des leucocytes. Donc, chez l'homme, il est intraleucocytaire. On a les trypanosomes qui sont à développement extra-érythrocytaire, ou la forme américaine, elle est à développement particularité intracellulaire. Alors, pour la leishmaniose, elle est à développement intraleucocytaire. Alors, exactement au niveau des monocytes et macrophages. Il y a trois entités cliniques. Alors, il y a trois entités cliniques. Je pense que les diapos, je n'arrive pas à voir. Très bien. Donc, il y a trois entités cliniques. Il y a la leishmaniose viscérale, il y a la leishmaniose cutanée et la leishmaniose cutanéo-muqueuse. OK? La leishmaniose viscérale, la leishmaniose cutanée et la leishmaniose cutanéo-muqueuse. Alors, en Algérie, il y a juste deux entités cliniques. En Algérie, on a la leishmaniose viscérale ou on a la leishmaniose cutanée. Donc, la forme cutanéo-muqueuse n'existe pas en Algérie. En Algérie, la leishmaniose est une endémie. C'est une endémie. C'est quoi l'endémie? Une endémie, c'est une maladie qui évolue en continu. Elle est présente habituellement dans une région donnée. On appelle ça une endémie. Il y a aussi la pandémie. La différence entre endémie et pandémie, la pandémie, c'est une épidémie qui a atteint un grand nombre de personnes dans une zone géographique très étendue. Par exemple, la COVID-19. La COVID-19, c'est une pandémie. La leishmaniose, elle est endémique en Algérie. La trypanosomiase africaine, elle est endémique. Voilà, c'est une différence entre c'est quoi une endémie, c'est quoi une pandémie. Alors, épidémiologie, l'agent pathogène, c'est un protozoaire. Il fait partie de la classe des flagellés sanguicoles et tissulaires. La famille, c'est Trypanosomatidae. C'est la même famille. C'est la même famille. Alors, j'arrive pas à voir parce que vous voyez bien la présentation. Voilà, taxonomie. Alors, c'est la famille des Trypanosomatidae. Le genre Leishmania, il y a deux sous-genres. Le sous-genre Leishmania et le sous-genre Vienia. Quinzouge. L'ancien monde, c'est quoi l'ancien monde? C'est l'Europe, l'Afrique, l'Asie. Le sous-genre, c'est Leishmania. Le nouveau monde, c'est l'Amérique. Le sous-genre, c'est Vienia. C'est Vienia. Donc, les espèces, il y a plusieurs espèces qui sont morphologiquement identiques. Qui me le microscope, c'est la même chose. Donc, il y a une différence. La différence, c'est beaucoup plus génétique et épidémiologique et même clinique. Mais sur le plan morphologique, c'est identique. Alors, j'attends les diapos. Très bien. Alors, la leishmaniose, le tableau il schématise un petit peu les trois entités cliniques, leishmaniose viscérale, leishmaniose cutanée, leishmaniose cutanéo-muqueuse dans le monde. Donc, le nouveau monde, c'est l'Amérique. Le sous-genre, c'est Vienia. L'ancien monde, c'est l'Europe, l'Afrique, l'Asie. Le sous-genre, c'est leishmania. Alors, à deux des espèces, il y a ceux qui sont importantes. Par exemple, la leishmania infantum. Leishmania infantum, elle est responsable de la leishmaniose viscérale. Dans le Nouveau Monde,
ou l'ancien monde, même l'Afrique. Leishmania infantile, mais elle existe chez nous. Donc, dans le nouveau monde, si on veut, par exemple, écrire le nom scientifique correctement, on fait le nouveau monde, c'est Leishmania vienia infantum. Ou l'ancien monde, Leishmania infantum, c'est Leishmania infantum. Donc, on répète, il faut noter le sous-genre. Ou des fois, bon, le nom scientifique, mais binouche le sous-genre, il faut juste Leishmania infantum tout simplement. Alors, la leishmaniose cutanée. La leishmaniose cutanée, dans le Nouveau Monde, il y a plusieurs espèces. Par exemple, Nouveau Monde, c'est l'Amérique. Au niveau du Mexique, c'est Leishmania mexicana, responsable de la leishmaniose cutanée dans le Nouveau Monde. L'Ancien Monde, il y a plusieurs espèces. Il y a Leishmania major et Leishmania tropica. Alors, j'ai oublié de dire Leishmania donovani. Leishmania donovani est responsable de la leishmaniose, d'une leishmaniose viscérale aussi. Donc, la leishmaniose cutanéo-muqueuse, qui a une seule espèce, c'est Leishmania brasiliensis. OK? Donc, on met les espèces. Donc, Nouveau Monde, Ancien Monde, il y a des espèces qui sont responsables d'une leishmaniose viscérale. Leishmania infantum seboha dans le Nouveau Monde, l'Ancien Monde. Leishmania donovani juste dans l'Ancien Monde. C'est l'Europe, l'Afrique, l'Asie, principalement l'Asie. Leishmaniose cutanée dans le Nouveau Monde, il y a plusieurs espèces. Dans l'Ancien Monde, dans l'Algérie, c'est Leishmania major et Leishmania tropica. Bon, كاين حتى هي بزاف. La leishmaniose cutanéo-muqueuse, il y a une seule espèce qui est responsable. C'est Leishmania brasiliensis. Normalement, c'est clair. Alors, est-ce que c'est clair? S'il vous plaît, est-ce que c'est clair? Au moins un message. Très bien. Alors, concernant la leishmaniose en Algérie, il y a trois entités cliniques ou une entité clinique qui est d'actualité. Donc, on a la leishmaniose viscérale, la leishmaniose cutanée du nord, la leishmaniose cutanée zoonotique, la leishmaniose cutanée urbaine sèche. هادو هما les entités cliniques اللي كاينين عندنا en Algérie. Donc, on a la leishmaniose viscérale. C'est l'espèce incriminée, responsable, c'est Leishmania infantum. La leishmaniose cutanée du nord. La leishmaniose cutanée du nord. C'est Leishmania toujours infantum. Donc, il y a des souches différentes. Hein. C'est kif kif. Donc, les deux espèces Leishmania infantum, c'est des souches différentes responsables des deux entités cliniques. Entre Leishmaniose viscérale et Leishmaniose cutanée du nord. La leishmaniose cutanée zoonotique. Leishmaniose cutanée zoonotique. Zoonotique qui veut dire d'origine animale. Donc l'origine, le réservoir, il est animal. Elle est appelée aussi la leishmaniose cutanée du sud. C'est boire le sud, bzef. Les régions arides. C'est Leishmania major. Leishmania major, Mont 25. Alors, avec le Mont, c'est quoi? C'est une identification. Donc, l'identification de cette espèce, c'est un logo. Le Mont est un logo. L'identification de cette espèce qui existe chez nous, elle a été faite par un centre de référence à Montpellier, en France. C'est pour ça que le nom scientifique, l'OMS exige de rajouter un logo. C'est le Mont. 25, c'est le code de la souche. Bien sûr, il est fourni par l'OMS. Donc, le code de la souche qui existe chez nous, c'est le 25. Le Mont, c'est le logo. L'identification de cette espèce, elle a été faite à Montpellier, en France. C'est pour ça qu'ils font Leishmania major Mont 25. هذا هو le nom scientifique تاعها complet. Leishmania major Mont 25. La nouvelle entité clinique, elle a été découverte bon, il y a une dizaine d'années à Gerdaya, c'est une leishmaniose cutanée urbaine sèche. Hagda, elle est appelée l'entité clinique. L'espèce, elle est nouvelle, c'est Leishmania kiliki. C'est Leishmania kiliki. C'est une nouvelle espèce.
Donc, en tout, on a trois espèces. On a une espèce, Leishmania infantum, avec des souches différentes qui vont donner deux entités cliniques. La leishmaniose viscérale, c'est une atteinte des viscères, une atteinte profonde. La leishmaniose aussi, elle donne la leishmaniose cutanée du nord. C'est une atteinte qui est superficielle. La leishmaniose cutanée zoonotique, elle est appelée aussi leishmaniose cutanée du sud, d'origine toujours zoonotique. C'est Leishmania majorement 25. Et la leishmaniose, la nouvelle entité clinique, c'est la leishmaniose cutanée urbaine sèche. Alors pourquoi elle est dit sèche? Parce que les lésions taha, c'est des lésions sèches. C'est leishmania qui est qui. Alors est-ce que c'est clair? Hadouz, alors vous allez apprendre hadou les espèces, mais les entités cliniques تاعهم, c'est important. Oui, oui, très bien. Alors la morphologie, le parasite, il se présente sous deux formes. On a dit que l'ensemble des espèces, les shfnahum, dans le Nouveau Monde, l'Ancien Monde, ont la même morphologie. Mais la différence, c'est une différence génétique, épidémiologique, clinique, etc. Donc la morphologie, le parasite, il se présente sous deux formes. La forme promastygote et la forme amastygote. Donc ما كايناش هنا la forme trypomastygote. ما كانش. كاين la forme promastygote, amastygote. La forme promastygote qui existe chez le vecteur et en milieu de culture. Le vecteur est en milieu de culture. Donc c'est une forme qui est mobile, donc allongée de 10 à 25 microns. Elle est fusiforme allongée. Le noyau, il est central. Le kinetoplaste, il est antérieur. Le kinetoplaste, il est en position antérieure. Donc, les trypanosomes, je fais en position postérieure. Le flagelle, toujours libre à l'extrémité antérieure. OK? La forme amastygote, qui est une forme présente chez les autres vertébrés, l'homme et les animaux. C'est une forme qui est immobile et intramacrophagique. Donc, elle est la forme chez Trypanosoma cruzii. Trypanosoma cruzii. La forme amastygote est mobile à développement intraleucocytaire. C'est les monocytes macrophages. Donc sa morphologie, elle est petite, de 6 microns, arrondie ovalaire. Le noyau toujours central. Le kinétoplaste, il existe. Il est petit et juxtanucléaire. Juxtanucléaire, c'est à côté du noyau. Il est plus ou moins à côté du noyau. Alors la morphologie, donc vous avez la forme promastygote. Vous voyez bien. Donc, vous voyez le noyau. Hada, le noyau, il est central. Alors, les images peut-être sont en retard. Voilà. Donc, le noyau, il est central. Et le kinétoplaste, il est en position antérieure. Toujours, le flagelle, il est libre à la partie antérieure. La forme amastygote, arrondie ovalaire. Hada, c'est le noyau, non? Donc, ça, c'est le noyau. Ça, c'est le noyau. Et le kinétoplaste, il est en noir à côté du noyau. Hada, c'est le kinétoplaste qui est à côté du noyau. Alors, la même chose, la photo en haut à gauche, c'est la forme amastygote, par la coloration de Giemsa. Alors, Hada, le mauve foncé, le mauve. Alors, je vais essayer de faire option de pointeur. Voilà. Alors, Hada, c'est quoi? En rouge, la couleur de l'encre. Alors, Hada, c'est quoi Hada? En rouge. En rouge, c'est. Alors, en rouge, c'est quoi? L'élément en rouge. Hada le grand nom. En rouge, c'est le. Attends, je vais voir.
c'est mais chez le macrophage, c'est le noyau. Là, en rouge, c'est le noyau de macrophage. Donc, les petits éléments d'Achel, on les formes amastigotes. Donc, par exemple, Hadi, c'est amastigote. Ça, c'est des formes amastigotes. Hadi, même chose, amastigote. Donc, Hadi, c'est des formes amastigotes. Voilà, le mauve, l'élément qui est au centre, c'est la forme, c'est le noyau du macrophage. Donc les formes amastigotes, on a dit immobiles à localisation intra-leucocytaire. Les leucocytes, dont les monocytes et les macrophages. Donc Hada, c'est un macrophage qui est bourré d'amastigotes. Donc la forme amastigote, c'est la forme qui permet de poser le diagnostic chez l'homme. C'est la forme qui permet de poser le diagnostic avec certitude chez l'homme. C'est clair. Donc, par exemple, le hadith, c'est une forme amastigote. Aussi, cette forme, c'est la forme amastigote. Donc, hada, c'est un macrophage. Hadi aussi, forme amastigote. Et l'ensemble. Aussi, cette forme, c'est amastigote. Hayadi, non? Alors, hadi, la forme, la dernière forme, vous arrivez à voir le noyau, le dakhel. À côté du noyau, il y a une tache. Hadak, c'est le kinetoplaste. À côté du noyau, il y a le kinetoplaste. Je parle de la dernière forme. Elle est claire. Aussi, il y a la forme. Alors, je vais essayer de stylo feutre. Donc, il y a aussi la forme. Elle est claire. C'est le kinetoplaste. C'est bon, c'est clair. C'est la forme amastigote de Leishmania sp. Alors, la forme à droite, c'est la forme promastigote. Donc, le noyau, il existe. Hada, c'est le noyau. Ça, c'est le noyau. OK? Ça, c'est le kinetoplaste en position antérieure. Donc, hada, je parle de ça. C'est le kinetoplaste en position antérieure. Donc, hadi, la position, c'est la position postérieure. OK? Hadi, la position postérieure. Et ça, c'est la position antérieure du parasite. C'est l'avant à le parasite. Si vous voulez, c'est l'avant. Hada, c'est le flagelle. Hada, c'est le flagelle. Donc ça, c'est postérieur, ça, c'est antérieur, le noyau, là. Alors la forme Hadi, c'est la forme promastigote, colorée par le Guiemsa. Elle existe chez le vecteur et en milieu de culture. Manseboha chez l'homme. C'est une forme euh, absente, si vous voulez, chez l'homme. Elle est absente. Chez l'homme, on trouve la forme amastigote. Est-ce que c'est clair? S'il vous plaît, est-ce que c'est clair normalement? Alors, il y avait une question. Euh, je vais répondre à cette question à la fin, Inch'Allah. Normalement, c'est clair. Il y a deux mots. Le parasite se présente sous deux formes. La forme amastigote, la forme promastigote. Normalement, c'est clair. Alors, la forme amastigote, ovalaire arrondi, essayez de schématiser. C'est ovalaire arrondi avec un noyau au centre. Hada, c'est le noyau. Et un kinetoplaste. Hada, c'est le kinetoplaste à côté. C'est une petite forme qui permet de poser le diagnostic chez l'homme. Elle est immobile à localisation intraleucocytaire. La deuxième forme, c'est une forme mobile, absente chez l'homme, présente chez le vecteur et en milieu de culture. Donc elle est allongée, comme vous voyez, ici de schématiser, avec un flagelle antérieur, un noyau central, ok, et un kinetoplaste antérieur. Hada kinetoplaste. Donc, hadi la forme promastigote. Donc, cette forme permet de poser le... Bon, elle permet aussi de poser, mais par une autre technique. Bon, c'est une forme mobile retrouvée chez le vecteur et en milieu de culture. Donc, allez, c'est la forme promastigote. Ça, c'est la forme amastigote. OK. Attends, je vois le dernier message. C'est Blade, mademoiselle Blade. Normalement, c'est clair. Il faut juste schématiser. Stylo, une feuille blanche et schématiser les deux formes. C'est clair. Macrophage, kinetoplaste. Attends. Voilà. Très bien.
Alors, le vecteur. Le vecteur, on a dit le phlébotome. Le phlébotome, mais ce que vous allez apprendre, c'est le vecteur, c'est le phlébotome, appelé aussi mouche de sable. نسميوه c'est mouche de sable. علاش mouche de sable? Parce que la couleur تاعو c'est jaune pâle. C'est comme le sable. C'est un petit moucheron. ماشي صغير. هنا c'est juste la femelle, elle est hématophage. Les trypanosomes, شفنا, les deux sexes sont hématophages, mâle et femelle. La leishmaniose, le phlébotome, seule la femelle est hématophage. La différence aussi, la piqûre, elle est nocturne. La femelle, elle pique la nuit. C'est une activité crépusculaire, nocturne. Les trypanosomes, ils ont une piqûre, plutôt les vecteurs des trypanosomes ont une piqûre qui est diurne, la journée. OK. Les habitations, l'habitation des vecteurs, c'est quoi? C'est, il aime les gîtes ombreux. Il est très sensible à la dessiccation. Donc, c'est beau, les creux d'arbres, là où il y a l'humidité, il aime l'humidité. Les creux d'arbres, les terriers de rongeurs, les caves, etc. Donc, il aime les gîtes ombreux. Il est très sensible à la dessiccation. Bon, les vecteurs qui existent en Algérie. Donc, là, il ne faut pas apprendre ces noms scientifiques. En Algérie, il y a juste ce que vous allez apprendre. Le vecteur, c'est le phlébotome. Il y a plusieurs espèces. Donc, là, on parle de la spécificité parasitaire. Chaque espèce, chaque souche, a le vecteur تاعها. C'est une spécificité. Pour vous, ce que vous allez apprendre, juste, le vecteur, c'est le phlébotome. C'est tout. Bon, il faut savoir qu'il y a plusieurs espèces. Mais comme les phlébotomes peuvent transmettre les leishmanies. Chaque espèce, chaque souche, a le vecteur تاعها. C'est clair? Alors, est-ce que c'est clair? Réservoir, c'est le réservoir naturel. Alors, le réservoir naturel, c'est les mammifères sauvages et domestiques. C'est en général, c'est des mammifères sauvages et domestiques. Bon, en Algérie, on a dit que la leishmaniose, elle est zoonotique. En Algérie, la leishmaniose, elle est zoonotique. L'origine, c'est les animaux. Donc, il y a la leishmaniose viscérale. Il y a la leishmaniose viscérale zoonotique. Il y a aussi la leishmaniose cutanée du nord ou la leishmaniose cutanée zoonotique ou bien du sud. Pour la leishmaniose, je parle bien de l'Algérie, les formes qui existent chez nous. J'insiste sur les entités cliniques qui existent chez nous. La leishmaniose viscérale zoonotique, le réservoir c'est le chien. La leishmaniose cutanée du nord, la même chose, c'est le chien. La leishmaniose cutanée zoonotique, ou bien la leishmaniose cutanée appelée aussi du sud, le réservoir, c'est les rongeurs sauvages. Les rongeurs sauvages. C'est ça ce que vous allez apprendre. Le chien, c'est le réservoir de la forme viscérale, la forme cutanée du nord. Et les rongeurs, c'est le réservoir de la forme cutanée du sud. Dans l'ancien monde, j'ai parlé de l'Algérie. Dans l'ancien monde, ce que vous allez apprendre, il y a deux espèces qui sont spécifiquement humains, qui sont responsables d'une leishmaniose anthroponautique, qui se transmet de l'animal, de l'homme à l'homme. Il y a Leishmania donovani, Leishmania tropica. D'où les deux espèces sont spécifiquement humains, n'existent pas en Algérie. Tropica et donovani n'existent pas chez nous. Mais c'est des espèces qui sont spécifiquement humains. Donc, on a Leishmania donovani, responsable de la leishmaniose viscérale anthroponautique, et Leishmania tropica, responsable de la leishmaniose cutanée sèche, c'est le bouton d'Orient. Le Nouveau Monde, le réservoir de Brasiliensis, il est mal identifié, mal connu. Dans le Nouveau Monde, Leishmania brasiliensis
son réservoir, il est mal connu. Le mode de contamination. Le mode de contamination de la leishmaniose viscérale, la principale voie, c'est la voie vectorielle. La principale voie, c'est la voie vectorielle. Alors, exceptionnellement, il y a d'autres voies, l'échange de seringues, transfusion sanguine, greffe de moelle et congénitale, mais ça reste exceptionnellement. La voie vectorielle, c'est la principale voie de transmission de la leishmaniose. Alors, concernant le cycle évolutif, il est simple. Le cycle évolutif, il est très simple. Alors, je commence rapidement. Bon, il y a des éléments importants. Le cycle, c'est un cycle qui est dixane, qui se passe entre le vecteur, le phléboton, femelle, et les mammifères, le chien, les rongeurs, et accidentellement l'homme. Donc, le phléboton femelle, elle va faire la même chose que la glossine. Elle va effectuer le repas sanguin chez un hôte contaminé. Chez un hôte contaminé. Elle va prendre les formes à mastigote. Voyez bien, elle va prendre les formes. Elle va prendre la forme, l'étape, le phlébotom, elle va prendre la forme un mastigote. Les macrophages bourrés d'un mastigote. À l'intérieur du vecteur, la forme un mastigote, elle va suivre des développements. Il y a des étapes. À la fin, nous allons avoir des formes promastigotes au niveau de la glande salivaire. Ça, la glande, au niveau des glandes salivaires, nous allons avoir des formes promastigotes métacycliques. La forme infestante, pour l'homme, c'est promastigote métacyclique. La forme infestante pour l'homme, c'est la forme promastigote métacyclique. Donc, phléboton femelle, elle va faire le repas sanguin, elle va sucer le sang, elle va prendre les macrophages bourrés d'un mastigote. La mastigote, il va suivre des multiplications, des étapes pour aboutir à la fin à la formation de formes promastigotes. Suite à un deuxième repas sanguin, le phléboton, il va effectuer un deuxième repas sanguin. Il va prendre le sang, il va inoculer la forme infestante. C'est promastigote métacyclique. Alors, promastigote, il va pénétrer chez l'homme activement, il va pénétrer activement au niveau des macrophages. Il va être phagocyté par les macrophages. Alors, on a dit que les leishmanies sont à développement intraleucocytaire. C'est bon, les leucocytes, les globules blancs. Les promastigotes à l'intérieur des macrophages, ils vont se transformer en forme un mastigote. Alors, je suis à cette étape. Les formes promastigotes, ils vont se transformer en forme amastigote. À l'intérieur d'un macrophage, les amastigotes se multiplient par scissiparité, par division binaire. Après, quand un macrophage il devient bourré, rempli d'amastigotes, il y aura un éclatement à le macrophage et libération à les formes amastigotes. Une nouvelle forme amastigote, où la forme amastigote, elle vient de parasiter une nouvelle cellule de macrophage saine. Et le cycle, il recommence. Donc à chaque fois, il y a un petit cycle qui se passe entre macrophage bourré, macrophage sain. OK? Donc ce que vous allez apprendre maintenant, le cycle, c'est un cycle qui est dixane. Il se passe entre le phléboton femelle et les mammifères. L'homme, animaux, le chien et les rongeurs. Donc la forme infestante pour l'homme, c'est promastigote métacyclique. La forme de multiplication chez l'homme, c'est la forme amastigote, qui a développement intra-macrophagique, intraleucocytaire. Et voilà, c'est tout. Ce que vous allez apprendre. Et ce qui est important. Et la forme qui permet de poser le diagnostic chez l'homme, le diagnostic de certitude parasitologique, c'est la forme amastigote. OK? Alors, est-ce que c'est clair?
Alors, est-ce que c'est clair? Des questions concernant le cycle évolutif? C'est clair, très bien. Donc, il y a un cycle qui est... J'ai essayé de simplifier le cycle. J'ai essayé de simplifier le cycle. Donc, la même chose. Donc, on a le phlébotome, le vecteur, on a aussi l'homme, ou bien d'autres réservoirs, chien rongeur. Donc, il y a le premier repas sanguin. Donc, le vecteur, il va prendre les formes à mastigote. À la fin, c'est un cycle qui est simplifié. Ce que vous allez apprendre, c'est simple. La forme promastygote métacyclique, c'est la forme infestante pour l'homme. Le deuxième repas sanguin, le phlébotome, il va effectuer le deuxième repas, il va injecter la forme promastygote. Donc directement, la forme promastygote va être phagocytée par les leucocytes, monocytes macrophages, et à l'intérieur des macrophages, il y a présence des formes amastygotes et mobiles. Donc, هذه, la forme amastygote, c'est la forme qui permet de poser le diagnostic. Alors, je répète ce qui est important. Parce que l'examen, tchoufou, la forme promastygote, c'est elle qui permet de poser le diagnostic. Non, c'est faux. C'est pas la forme promastygote. C'est la forme amastygote. هذه, c'est vrai. La forme amastygote permet de poser le diagnostic chez l'homme. Alors, normalement, c'est clair et net. La répartition géographique, euh, c'est une parasitose fréquente des zones intertropicales tempérées chaudes. Elle est signalée dans les 5 foyers. Vous voyez bien sur la carte, c'est les zones intertropicales tempérées chaudes, Méditerranée, Indien, Afrique, américain. Elle existe dans le Nouveau Monde, c'est l'Amérique. Dans l'Ancien Monde, vous voyez bien l'Algérie, le Maroc, Tunisie, le Nord, c'est en rouge foncé. C'est les principaux foyers. Donc, elle est endémique chez nous. C'est une parasitose qui est endémique chez nous. Donc, maintenant, à l'épidémiologie. Bon, c'est un petit peu la répartition géographique de la leishmaniose viscérale cutanée en Algérie. Donc, on a la leishmaniose viscérale zoonotique. Le premier cas, il a été découvert en Kabylie en 1911. Elle existe, bien sûr, à Oran, Sidi Bel Abbas, Ain Motion, Tlemcen. Les anciens foyers, c'est Tizi Ouzou, Boumerdas, Constantine, etc. Donc, la leishmaniose viscérale zoonotique, نصيبوها بزاف في les zones humides subhumides. Donc c'est pour ça qu'il y en a بزاف في le nord. Le parasite, il aime l'humidité. La leishmaniose cutanée du nord, aussi, la même répartition géographique que la leishmaniose viscérale zoonotique. Je parle de l'Algérie. La leishmaniose cutanée zoonotique, ou là, appelée aussi leishmaniose cutanée du sud, le parasite, son parasite, il aime les zones arides et semi-arides. Il tolère bien la dessiccation. Donc, c'est pour ça c'est Bouhabzef, le sud. Alors, le premier cas, il a été découvert à Biskra en 1960 et la lésion, elle a été appelée le clos de Biskra. Donc, c'est Bouhab les articles scientifiques, les publications, c'est beau clos de Biskra. C'est la première lésion qui a été découverte dans le sud algérien, à Biskra. Alors, je passe à la clinique rapidement. La clinique. Alors, je parle de l'ensemble des cas de leishmaniose dans le monde. Il y a 3 formes cliniques. Il y a la leishmaniose viscérale, la leishmaniose cutanée, la leishmaniose cutanéo-muqueuse. Bon, chez nous, j'ai dit bien, on a 2 formes, le viscéral et cutané. Cutanéo-muqueuse n'existe pas chez nous. Très bien. Alors, je commence par la leishmaniose viscérale, zoonotique. Elle la forme, elle existe chez nous. C'est une forme qui touche la leishmaniose viscérale zoonotique. Alors, c'est une forme qui touche beaucoup plus les enfants, entre 1 et 4 ans. La zone d'endémie, la zone, c'est le bassin méditerranéen, dans l'Algérie. Alors, les symptômes cliniques, ce que vous allez apprendre, c'est qu'il y a une phase d'incubation. Après la piqûre,
il y a une phase d'incubation. Ensuite, phase de début, bon, principalement la fièvre, la pâleur. Ensuite, la phase d'état. La phase d'état, c'est la triade symptomatique. Donc, on a trois symptômes. Ce que vous allez apprendre bien, on a la fièvre. Elle est élevée et anarchique. Donc, la fièvre, toujours comme la trypanosomiase, elle est irrégulière. C'est une fièvre qui est irrégulière, anarchique. Donc, elle est qualifiée de fièvre folle. La pâleur cutanéo-muqueuse. Alors, la pâleur, c'est un signe clinique d'une anémie. Et la splénomégalie. La splénomégalie. Splénomégalie, c'est l'augmentation du volume de la rate. Vous voyez bien sur la photo à droite, c'est un enfant dont sa rate, elle est vraiment gonflée. Donc, elle est énorme. Elle est considérée, la splénomégalie, elle est considérée comme étant la plus grosse rate infantile. C'est la leishmaniose viscérale. Alors, je répète, la leishmaniose viscérale qui existe en Algérie, dans le nord algérien, elle touche beaucoup plus les enfants. Elle passe par deux phases, mais ce qui est important, c'est la phase d'état. Les symptômes cliniques, c'est une triade. Elle a trois symptômes. Une fièvre qui est anarchique et régulière. Elle a la pâleur. La pâleur, c'est un signe clinique témoin de l'anémie. Elle a la splénomégalie, c'est l'augmentation du volume de la rate. Bien sûr, on aura d'autres symptômes, comme par exemple des fois l'hépatomégalie, c'est exceptionnel. L'adénopathie aussi, c'est exceptionnel. Et à la fin, bien sûr, on aura des complications hémorragiques. C'est-à-dire quand il y a évolution de la maladie sans traitement. Il y aura par la suite des complications hémorragiques d'apparition tardive. Ibano, ftali. Alors, le diagnostic différentiel, bien sûr, de la leishmaniose viscérale se pose avec les hémopathies du sang, les leucémies, principalement les leucémies, les cancers du sang. Bien sûr, l'évolution sans traitement, puisque l'atteinte, elle est profonde, c'est au niveau des viscères, elle est fatale. Le pronostic, il est fatal. Ça évolue vers la mort, sans traitement. Alors, est-ce qu'il y a des questions concernant la leishmaniose viscérale? C'est une forme qui existe chez nous. Leishmaniose viscérale. Est-ce que vous avez des questions? Alors, la leishmaniose viscérale, toujours. Euh, une remarque, j'ai oublié de dire, c'est une parasitose qui est opportuniste. Au cours du sida, un sujet qui est adulte, même chez nous, il y a des cas, chaque jour il y a des cas, il y a des adultes sidéens qui présentent une leishmaniose viscérale. Les adultes sidéens peuvent développer ou peuvent avoir une leishmaniose à localisation viscérale. OK? Donc, hier, elle touche les enfants, mais un adulte qui est immunodéprimé, dont les sidéens, peut par la suite attraper la leishmaniose viscérale. Les questions, s'il vous plaît, des questions, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Très bien. Alors, la leishmaniose viscérale, j'ai commencé par la forme qui existe chez nous. Elle est la deuxième forme, appelée la leishmaniose viscérale anthroponautique. La forme qui existe chez nous, c'est zoonotique, de transmission de l'animal, si vous voulez, du chien à l'homme. Chien à l'homme, où le vecteur est J, flost. Le vecteur, il vient entre le chien et l'homme. La leishmaniose viscérale anthroponautique, transmission de l'homme à l'homme, appelée aussi le calazar indien. Donc la différence avec la forme qui existe chez nous, c'est une maladie de l'adulte jeune. Donc les enfants sont épargnés. Ne touche pas vraiment les enfants. Mais les jeunes, les adultes jeunes, à
partir de 15 ans, 14 ans, 18 ans, c'est des cas. Alors, la répartition, c'est le continent indien. كاينة غير في l'Inde. ما كايناش عندنا, heureusement. Elle diffère de la leishmaniose viscérale zoonotique par... Alors, il y a sur le plan clinique, c'est les mêmes symptômes cliniques. Ce qu'on trouve en plus, des adénopathies, des adénopathies fréquentes et des sinus cutanés. Donc, la leishmaniose viscérale indienne, qui existe à l'Inde, c'est des sinus cutanés. Pigmentation diffuse, voyez bien les photos. Le visage, voyez bien des pigmentations, des taches brunâtres et des nodules dermiques. Des nodules dermiques. Donc, هادو les nodules. Donc, vous voyez bien sur le visage. Alors, s'il vous plaît, désactivez le... Il y a une étudiante là. Désactivez le micro. Les nodules dermiques, voyez bien. هادو les nodules. OK? Très bien. Des nodules dermiques, c'est des formations anormales sous la peau qui sont riches en leishmanie. Donc, هادو les nodules sont riches en leishmanie. C'est une forme qui est anthropophile. Et le tableau clinique présente en plus de la leishmaniose viscérale connue chez nous, donc on a les adénopathies, un nombre élevé, et des signes cutanés, pigmentation, des taches brunâtres et des nodules dermiques. Et donc on appelle ça des nodules. Vous voyez bien sur l'image, c'est des nodules. Je passe à la forme cutanée. La forme cutanée qui existe chez nous. La forme cutanée qui existe chez nous, il y a la forme cutanée localisée, la forme cutanée diffuse. Les deux formes qui existent chez nous, c'est la forme cutanée localisée. Il y a la leishmaniose cutanée zoonotique ou la leishmaniose cutanée du nord. Bon, باش يجيوكم سهلين. Leishmaniose cutanée du nord, leishmaniose cutanée du sud. OK? Alors, je commence par le sud, la leishmaniose cutanée zoonotique ou bien du sud. Le parasite, c'est quoi? Je répète à chaque fois, c'est Leishmania major MON 25. هذا هو le nom scientifique تاعها. Leishmania major MON 25. Alors, le réservoir, c'est quoi? C'est à vous de me dire. C'est quoi ou laquelle est le réservoir de la leishmaniose cutanée du sud? La leishmaniose cutanée du sud. Les rongeurs. Alors, le chien, non. Oui, alors, Hasnaoui, on sait que c'est un animal. Certainement, c'est un mammifère. Blade, le chien, c'est fou. Et Bassaïd, c'est des rongeurs sauvages. La leishmaniose cutanée dans le sud, à Sebdo, la Richa qui existe chez nous, le réservoir, c'est les rongeurs. Rongeurs sauvages. La leishmaniose cutanée du nord, l'espèce, c'est Leishmania infantum. Le réservoir, c'est le chien. Très bien. Alors, la différence entre les deux. J'aime toujours comparer les choses pour faciliter les cours. Alors, la leishmaniose cutanée zoonotique, la lésion, c'est une lésion ulcéro-croûteuse. La lésion ulcéro-croûteuse. Ulcéro-croûteuse, pour faciliter, c'est une lésion qui est sèche, neige-fond. La leishmaniose cutanée du nord, c'est une lésion qui est inflammatoire. Lésion qui est humide. C'est facile. Donc, le nord, c'est humide, le sud, c'est sèche. Il est sec. Donc, la lésion, elle est sèche dans le sud, elle est inflammatoire, elle est humide dans le nord. La leishmaniose cutanée zoonotique. Les lésions sont uniques ou multiples. Donc, nous, c'est bon, une lésion, 2, 3, 4 et plus. Donc, ça dépend des points de piqûre d'un insecte. La leishmaniose cutanée du nord, la lésion le plus souvent unique. On s'est boré généralement lésion wahda. C'est rare, on en trouve plus. Les lésions dans la leishmaniose cutanée zoonotique, le sud, c'est le visage. Je parle de la localisation des lésions. Visage, main, avant-bras, les membres inférieurs. Le nord, la forme qui présente dans le nord, c'est les lésions siègent beaucoup plus dans le visage. Alors là, vous remarquez que
Les lésions siègent en général, les lésions siègent le plus souvent sur les zones découvertes du corps. Le visage, mains, avant-bras, membres inférieurs, c'est des zones découvertes, exposées bien sûr à la piqûre du phlébotomes. Allez. Alors, l'évolution de la forme cutanée zoonotique, l'évolution de la lésion, c'est généralement elle évolue en 4 6 mois. Le pronostic, il est favorable. ما تخوفش بزاف. Donc, ça évolue 4 6 mois vers la guérison spontanée. Donc, le patient, même il ne fait pas de traitement, ça guérit spontanément. Mais au prix d'une cicatrice qui est indélébile. Donc, à la fin de la guérison, tu as une cicatrice qui est anesthétique. Beaucoup plus les lésions qui siègent au niveau du visage. C'est anesthétique, c'est des cicatrices indélébiles, mésoloches. Ça évolue 4 6 mois. La leishmaniose cutanée du Nord, l'évolution est beaucoup plus longue. C'est une année et demie. Ça évolue toujours. Guérison spontanée, cicatrice indélébile. Alors, vous voyez bien les photos. Donc, on a la lésion ulcéro-croûteuse. Les deux photos en haut. Les deux photos en haut, c'est le. Voilà, très bien. Alors, lésions ulcéro-croûteuses, c'est des lésions sèches de la forme cutanée zoonotique. Donc, tu feras à la photo, c'est des lésions nashfines, c'est sèche. La lésion inflammatoire de la forme cutanée du nord, c'est des lésions humides. Généralement, je dis bien généralement, c'est unique. Nejmon c'est beau, une, deux, le visage. Donc, la localisation de la forme cutanée du nord, c'est principalement le visage. Pour le reste, c'est les membres, l'avant-bras, etc. Alors, est-ce que c'est clair? S'il vous plaît, est-ce que c'est clair? C'est clair. Très bien. Donc, la forme cutanée, elle existe chez nous. Alors, dans le laboratoire CHU Tlemcen, chaque jour, il y a un, deux patients orientés pour faire le prélèvement du leishmaniose cutanée. Donc, il y a bzaf les patients. Le phlébotome, il existe chez nous, il transmet la leishmaniose. Bon, la leishmaniose cutanée diffuse, qui n'existe pas chez nous, la forme, heureusement, n'existe pas chez nous. Elle touche beaucoup plus les sujets immunodéprimés dans les sidéens. Donc, les espèces principalement Leishmania amazonensis et Leishmania aethiopica. Donc, la forme n'existe pas chez nous. C'est la forme cutanée diffuse. Aussi, on a la Leishmaniose cutanéo-muqueuse. L'évolution est grave. Heureusement, n'existe pas chez nous. C'est une entité clinique particulière. Elle est due à Leishmania brasiliensis. Elle est due à Leishmania brasiliensis. Donc, je ne vais pas détailler la forme. Ce que vous allez apprendre là, c'est l'espèce. Et l'évolution de THA n'est pas vraiment favorable parce que ça touche la peau et ça évolue vers les muqueuses nasales avec une perforation de la muqueuse nasale. Vous voyez bien la photo, c'est clair. Alors, est-ce que c'est clair? Maintenant, à l'épidémiologie de la leishmaniose. Bon, je n'ai pas trop détaillé. Maintenant, à la clinique. La leishmaniose en Algérie, on a trois entités cliniques. On a une forme qui est profonde viscérale, on a une forme cutanée. La forme cutanée, elle diffère selon le nord ou le sud. Les espèces, c'est différent. On a leishmania infantum ou on a leishmania major moins 25. Les réservoirs, ça diffère. On a le chien, on a les rongeurs sauvages. Ok. La clinique de la leishmaniose viscérale euh, zoonotique qui existe chez nous, principalement, c'est la triade symptomatique, fièvre, pâleur, splénomégalie. La leishmaniose cutanée, euh, les symptômes cliniques, c'est généralement, il faut voir la localisation des lésions. Soit c'est des lésions sèches, soit c'est des lésions humides, et l'évolution, elle est importante. La guérison, c'est généralement spontané, soit 6 mois, soit une année et demie.
c'est guérison spontanée au prix d'une cicatrice indélébile. Donc, il y a toujours une cicatrice à la fin. Normalement, c'est clair. Bon, si vous avez des questions à la fin, je peux répondre. Le diagnostic. Alors, le diagnostic de la leishmaniose viscérale, leishmaniose cutanée, on a toujours besoin des arguments pour diagnostiquer. On doit poser des questions aux patients. Analyse arguments épidémiologiques. Donc, c'est simple, le séjour. Imaginez un patient, tout simplement. Est-ce que vous avez fait un séjour à Sebdo, la Arisha? Généralement, les patients connaissent Mishriya, etc., Naama, Biyad, Boktab. Bon, c'est des régions connues. euh, c'est des zones endémiques de la leishmaniose viscérale zoonotique. L'origine géographique importante, notion de piqûre. Donc, comme la majorité des patients, ils disent que j'étais piqué. La clinique. Bon, là, j'ai un petit peu mélangé. Je suis dans le diagnostic de la leishmaniose viscérale. Ça, le diagnostic de la leishmaniose viscérale. Mais chiffre cutané. Donc, les arguments d'orientation, ça, c'est le séjour, l'origine, notion de piqûre. La clinique, c'est la triade symptomatique. C'est fièvre, splénomégalie, pâleur. Donc, les trois symptômes cliniques majeurs. Alors, on a le bilan sanguin. Le bilan sanguin, c'est l'hémogramme FNS. Donc, c'est la formule de numération sanguine. Ce qu'elle va montrer, c'est une pancytopénie. Alors, c'est quoi la pancytopénie? Normalement, vous avez déjà fait la pancytopénie phlémobio. Pancytopénie. C'est l'effondrement des trois lignées. Globule rouge, globule blanc, plaquette. بثلاثة يتاحوا. Globule rouge, globule blanc et plaquette. OK? Donc, on appelle ça pancytopénie. Effondrement des trois lignées. VS-CRP élevé. Donc, VS, vitesse de sédimentation. CRP, c'est une protéine de l'inflammation. Donc, c'est le syndrome inflammatoire. Le protidogramme, on appelle protidogramme ou la protéinogramme. Ou bien, tout simplement, c'est l'électrophorèse des protéines sériques. C'est la séparation et quantification des différentes fractions protéiques du sang. On appelle ça protidogramme. Donc, ce qu'il va montrer, le pic de l'albumine, donc ça va faire l'électrophorèse des protéines sériques. L'albumine, elle va avoir, le pic sera un petit pic, c'est hypoalbuminémie. Et l'hypergamma-globulinémie, le dernier pic, les gamma-globulines, sera élevé. OK? Alors, d'abord le bilan sanguin. Ce qui est important, la pancytopénie. Donc, la leishmaniose viscérale, le signe biologique, c'est la pancytopénie. Syndrome inflammatoire, élévation des gamma-globulines. Plus les signes cliniques, plus les arguments épidémiologiques. OK? Alors, le diagnostic de la leishmaniose viscérale. Il y a le diagnostic indirect. Diagnostic indirect, c'est immunologique. Bon, ce qui est important, donc on peut faire des explorations de l'immunité à médiation cellulaire. Mais le test, la réaction de Monténégro. C'est un test qui a été abandonné. Un test abandonné, comme l'IDRT. C'est une intradermo-réaction à la leishmanine. Donc, ils font une injection de la leishmanine. Après 48 à 72 heures, ils vont mesurer le diamètre, la réaction inflammatoire autour de l'injection, pour voir est-ce que le patient il a été en contact ou pas avec le parasite. C'est la tuberculose. Ça y est, c'est la tuberculose. L'IDRT, c'est intradermo-réaction à la tuberculine. On a leishmanine. Mais le test, il a été abandonné. Diagnostic indirect, c'est le diagnostic indirect, c'est la recherche d'anticorps anti-leishmaniens. Bon, il y a des techniques sérologiques. J'ai dit bien que les techniques vont être détaillées dans un cours qui est fait spécialement. Donc, on a l'immunofluorescence indirecte et l'immunofluorescence indirecte. Donc, là, logiquement, le résultat, ça sera une fluorescence.
Donc, l'antigène utilisé diffère d'une technique à une autre. On peut utiliser l'antigène anti, le parasite anti, comme antigène. Ou là, on peut utiliser des parties de l'antigène. Des parties de l'antigène. On appelle soit un antigène figuré, soit le parasite anti, soit l'antigène soluble, une partie du parasite. Alors, il faut savoir que l'immunofluorescence indirecte est une technique sérologique de référence pour le diagnostic de la leishmaniose viscérale. C'est important ça. L'immunofluorescence indirecte est une technique sérologique de référence pour diagnostiquer la leishmaniose viscérale. Aussi, la quatrième technique, elle est aussi importante, c'est une technique de confirmation. Donc, la technique de référence, c'est l'immunofluorescence indirecte. La technique de confirmation qui permet de confirmer bien l'immunofluorescence indirecte, c'est le Western blot. Même l'HIV, le SIDA, le Western blot est une technique très sensible de confirmation. Donc, la leishmaniose, c'est la même chose. Le Western blot permet de confirmer. Donc, c'est une technique d'immuno-empreinte. Vous voyez bien sur la photo à droite, c'est des bandes utilisées, imprégnées le sérum à le patient. Il y a des étapes à faire. À la fin, nous allons avoir les bandes. Donc, là, par exemple, la bande, la différence, c'est une différence de poids. C'est des protéines. Donc, la bande 14 et 16 kilodaltons, c'est des bandes qui permettent de poser le diagnostic d'une leishmaniose viscérale. Vous voyez bien la bande 14 et 16. OK? C'est le Western blot ou la immunoblot. Alors, c'est le meilleur moyen diagnostique chez le nourrisson ou là chez un adulte VIH positif. Donc, le Western blot est une meilleure technique pour diagnostiquer une leishmaniose viscérale, un intérêt important chez le nourrisson ou bien un sidère. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Alors, j'attends vos réponses. C'est si clair ou bien je répète? Oui, c'est clair. Donc, les techniques sérologiques, le but, c'est utiliser un antigène, rechercher l'anticorps. Les techniques, la différence binatome, c'est quoi? C'est la nature de l'antigène utilisé. Soit le parasite entier, soit une partie à le parasite. On appelle ça l'antigène soluble. Et bien sûr, la révélation pour chaque technique, ça se diffère. Donc, nous allons détailler ça par la suite, les sérologies. Là, ce qui nous intéresse, la partie, le premier semestre, c'est le diagnostic direct de certitude. C'est comment rechercher le parasite à l'état, si vous voulez, directement dans les prélèvements humains. Alors, diagnostic direct de certitude, c'est rechercher le parasite ou l'ADN parasitaire. Soit le parasite, soit l'ADN parasitaire. Alors, le prélèvement utilisé, c'est la ponction de moelle osseuse. Vous voyez bien PMO, ponction de moelle osseuse. C'est le prélèvement le plus utilisé pour diagnostiquer une leishmaniose viscérale. Donc, le parasite, il va rentrer au niveau de la moelle osseuse. C'est pour ça qu'on fait ce prélèvement, pour poser le diagnostic avec certitude. Il y a aussi le sang périphérique. C'est un prélèvement qui est non invasif, sahel. Il y a aussi la biopsie hépatique. En cas où il y aura une hépatomégalie confirmée, le médecin peut faire une biopsie hépatique pour confirmer. Il y a aussi le LBA, le LCR, c'est possible, en cas d'une leishmaniose viscérale disséminée. Alors, la ponction de moelle osseuse, elle se fait soit au niveau du sternum, bon, soit au niveau du sternum, soit au niveau le, soit au niveau du sternum, soit au niveau des crêtes iliaques. Vous voyez bien, soit le sternum, soit les crêtes iliaques. Des crêtes iliaques, il y a une aiguille qui est spécialement faite pour ça. Alors, la ponction de moelle osseuse, c'est un geste qui est invasif, un geste qui est douloureux.
il se fait au niveau du sternum, au niveau des crêtes iliaques. Donc, vous voyez bien, هذا هو, هذه la moelle osseuse. L'aiguille, bon, généralement, c'est les enfants qui sont prélevés ou bien les adultes sidéens. Alors, l'aiguille, elle va pénétrer dans la couche externe de l'os jusqu'à ce qu'elle atteigne l'endroit où se trouve la moelle osseuse. Donc, le médecin, il fait de la moelle osseuse, il va aspirer la moelle osseuse, il va déposer la moelle osseuse sur une lame. Il fait une lame, il va faire des frottis. Donc, il va faire des frottis, il va sécher les frottis à l'air, il va les envoyer au laboratoire de parasitologie pour le diagnostic. OK? Donc, le prélèvement le plus utilisé, c'est la ponction de moelle osseuse. On trouve beaucoup plus de parasites au niveau de la moelle osseuse qu'au niveau du sang périphérique. Alors, le sang périphérique, la charge parasitaire, elle est diminuée, faible. Au niveau de la moelle osseuse, Caïn, beaucoup plus. Crête iliaque, sternum. OK? Le prélèvement non invasif pour le prélèvement sanguin, invasif pour la ponction de moelle osseuse. Alors, le diagnostic direct de certitude. C'est quoi? Donc, avec le frottis, le médecin pédiatre ou l'hématologiste, il va nous envoyer le frottis de moelle osseuse. On va sécher le frottis et on va fixer le frottis. La fixation de le frottis, c'est quoi? Soit par le méthanol, soit par un réactif, le MGG. Le MGG, il sert à la fixation et coloration en même temps. Donc, il est le MGG. Vous voyez bien sur le kit, à droite en bas. C'est le kit de coloration, appelé MGG. MG, c'est le maigre wood, c'est le fixateur. Et le G, c'est le GAMSA, c'est le colorant. Bon, il est canadien le kit, on fait fixation, coloration. Mais Kashkain, tout simplement, nous allons utiliser juste l'alcool pour fixer le frottis, c'est le méthanol, 3 minutes, et colorer par la suite par le GAMSA. OK. Donc la lecture, elle se fait au microscope optique, au grossissement 100. Alors les frottis, s'il vous plaît. Donc TP, nous allons revoir ces notions. La recherche des protozoaires au niveau d'un prélèvement de sel à l'état frais, c'est le grossissement 40. Au niveau d'un frottis, c'est le grossissement 100. Alors, هذا هو le résultat. Donc vous voyez bien le noyau. هذا c'est le noyau. Noyau, tu as le macrophage. Le macrophage راه باين. هذا هو كامل le macrophage. OK. Ça, c'est le macrophage. Et à l'intérieur, on trouve les formes amastigotes. Un mastigote qui permet de poser le diagnostic de certitude d'une leishmaniose viscérale. Donc, vous voyez bien le macrophage, le noyau en mauve, le gros noyau, où derrière il y a des particules. Donc, les particules, c'est les formes amastigotes de Leishmania sp au niveau de la moelle osseuse. Alors, j'ai oublié de dire. Euh, quand on recherche ces formes au niveau d'un frottis de moelle, ponction de moelle osseuse, alors résultat, on trouve au résultat positif, présence des formes amastigotes de Leishmania, نكتبوا SP, Leishmania SP. Alors ما نعرفوش l'espèce هنا. Est-ce qu'elle est Leishmania infantum ou la Leishmania majorement 25? Donc هنا, généralement, et ce qui est correct, ce qui est logique, c'est que l'examen direct au microscope ne permet pas d'identifier exactement l'espèce. Donc, pour Leishmania, le genre, parce que c'est des espèces qui sont morphologiquement identiques. Donc, résultat, il est rendu présence des formes de Leishmanie ou la présence des formes amastigotes de Leishmania sp. On ne précise pas l'espèce. Très bien. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est clair. Très bien. Bon. Je continue toujours. Le diagnostic direct.
Bon, je fais un diagnostic, examen microscopique d'un frottis. Il y a aussi l'examen microscopique après concentration. Comme je fais tripomastigote de Trypanosoma brucei. Il y a toujours des techniques de concentration de parasites. La leucocytoconcentration. Donc, la technique va être bien détaillée dans un cours. La leucocytoconcentration. Prélèvement. Utiliser le sang veineux. Le sang veineux. On n'utilise pas la moelle osseuse. Donc, le prélèvement, il n'est pas invasif. Donc, les étapes, grosso modo, lise des hématies. On va liser les hématies, centrifuger, récupérer le culot et faire des frottis à partir du culot. Je répète, le prélèvement, la leucocytoconcentration. C'est concentration des leucocytes. Alors, les leishmanies sont à l'intérieur des leucocytes. Nous allons liser les hématies, enlever les hématies, laisser juste les leucocytes, centrifuger et récupérer le culot, faire des colorations, des frottis et des colorations. Alors, l'avantage, c'est qu'elle est moins invasive. Le prélèvement, il est moins invasif que la ponction de moelle osseuse. Peut-être répété plusieurs fois pour augmenter la sensibilité diagnostique. Donc, on peut répéter le prélèvement. On fait le prélèvement Lyon, on redoit après. Donc, c'est une technique très sensible avec un intérêt important chez le nourrisson, les sidéens. Nourrisson et sidéens. OK? Elle est un intérêt important. Elle a un intérêt chez le nourrisson et les sidères. Alors, des questions, Makash. Toujours le diagnostic direct de certitude. Je fais l'examen microscopique direct après coloration. Je fais aussi après concentration, la leucocytoconcentration. Examen ou là la culture. La culture, le milieu Novi, McNeil et Nicole. هذا milieu je fais la trypanosomose africaine. C'est quoi le milieu? C'est une gélose. C'est une gélose additionnée du sang de lapin. صح؟ Gélose additionnée du sang de lapin. هذا هو le milieu Novi, McNeil et Nicole. Donc nous allons faire tout simplement la culture du prélèvement, ponction moelle osseuse, un petit peu du prélèvement sur ou bien le sang, même le sang, un patient qui est sidéen, ou là, on peut faire la culture du sang, hémoculture. Donc l'incubation, c'est 25 degrés pendant 21 jours. Il faut patienter 21 jours. Des fois, on trouve jusqu'à 4 semaines pour rendre un résultat qui est négatif. Donc la culture, l'intérêt, c'est une étape importante, très sensible par rapport à l'examen microscopique direct. Donc elle est sensible. À partir bien sûr d'un milieu de culture, s'il y a des colonies, on peut prendre, pas des colonies, mais au niveau de la phase liquide. Parce que le milieu fait une phase solide, c'est la gélose, ou la phase liquide. Donc, à 21 jours, chaque semaine, on prend une goutte de la phase liquide et on fait un examen microscopique à la recherche de forme chromastigote, mais chez la forme amastigote. La forme amastigote présente chez l'homme, la forme promastigote présente chez le vecteur et en milieu de culture. Donc, milieu de culture, c'est bouche la forme amastigote, la forme promastigote. Alors, on recherche cette forme. Et là, tout simplement, c'est un diagnostic positif d'une leishmaniose viscérale. Il y a aussi des techniques. Bon, l'inoculation à l'animal, elle n'est pas faite par tous les labos. C'est des laboratoires spécialisés. La biologie moléculaire. La biologie moléculaire, c'est une technique très intéressante. Elle existe au niveau de l'Institut Pasteur Alger. Elle est plus sensible, plus spécifique. Elle est rapide. Elle permet même de quantifier. Bon, l'intérêt est toujours important chez le nourrisson et les sidéens. Et ce qui est important, c'est qu'elle permet d'identifier les souches, les espèces. Alors, l'examen microscopique ou là, la culture, on ne peut pas identifier l'espèce. On ne peut pas dire est-ce que c'est leishmania infantum ou leishmania major, moins 25.
La PCR, on peut dire, est-ce que c'est leishmania infantile, leishmania majorement 25, etc. Donc, un intérêt important d'identifier les espèces. Alors, est-ce que c'est clair pour la leishmaniose, euh, la leishmaniose viscérale, le diagnostic de laboratoire de la leishmaniose viscérale? La leishmaniose viscérale, il y a des arguments, il y a des prélèvements à faire. Le plus important, c'est la ponction de moelle osseuse. Il y a aussi le sang. Il y a des techniques il y a un examen microscopique après coloration, c'est le GIEMSA. Après concentration, c'est la leucocytoconcentration. Il y a la culture qui permet de sensibiliser l'examen direct. Il y a aussi d'autres techniques, comme l'inoculation à l'animal, bon, faites par des laboratoires spécialisés. Il y a aussi la biologie moléculaire. Elle est importante, elle permet d'identifier l'espèce. Alors, est-ce que c'est clair? Pour la leishmaniose viscérale. Alors, il nous reste quelques diapos. Est-ce qu'il y a des questions concernant la leishmaniose euh, viscérale? Alors, la culture sur milieu ananan. La culture sur milieu ananan, je vais répéter la partie. Donc, vous allez avoir un prélèvement. Et j'ai qu'un prélèvement de leishmaniose. Soit ponction de moelle osseuse, latéral tube, c'est un prélèvement qui est liquide, ou la leçon. Vous allez avoir un patient hospitalisé qui présente un tableau clinique et biologique qui fait suspecter une leishmaniose viscérale. Ça aide le médecin. Il dit que c'est quoi le prélèvement à faire. Alors, ça dépend de l'état de le patient. Il a qu'un bien, c'est la ponction de moelle osseuse, PMO. Bon, généralement, les enfants, c'est la PMO, ou bien le sang périphérique. Bon, la PMO, elle est invasive. Donc, vous allez faire des frottis colorés, des concentrations, c'est la leucocytoconcentration sur sang veineux. La culture, c'est simple. Donc, vous allez avoir un milieu de culture. Composition تاع هذا le milieu, تنجموا تشوفوها في Google. تكتب milieu ananin, تشوف la composition تاعو. C'est quoi? C'est la gélose. Additionner du sang de lapin. Bon, il y a même des antibiotiques faits, la PINIG, etc. La pénicilline G. Ou c'est un milieu qui est diphasique. Fait une phase solide, c'est la gélose, une phase liquide. Donc vous allez mettre le prélèvement TAC, soit le sang, soit la ponction de moelle osseuse. Et vous allez incuber 25 degrés pendant 21 jours. Les 21 jours. Maximum. Bon, il y a des livres ou il y a des articles ou là qui disent que il faut laisser le prélèvement, la culture 4 mois, c'est 28 jours, plutôt 4 semaines. 4 semaines, c'est 28 jours. Bon, maintenant, nous allons travailler 21 jours. Donc, la première semaine d'incubation, la fin de la première semaine, vous allez prendre une goutte, la phase liquide. Après une semaine d'incubation, 25 degrés, tu fais une goutte, la phase liquide. Tu mettras entre l'âme et lamelle. Vous allez mettre la goutte entre l'âme et lamelle. Ou bien, tu peux faire un frottis. Soit une goutte entre l'âme et lamelle, ou bien faire un étalement de la goutte. Étaler la goutte sur une lame pour faire un frottis. Dans tous les cas, examinez par le microscope la phase liquide du milieu de culture à la recherche de formes de promastygote. Alors, si le prélèvement du patient contient la forme à mastygote, qui traitera le milieu de culture, au bout d'une semaine, elle va donner la forme promastygote. Alors, nous allons rechercher la forme promastygote. C'est pour poser le diagnostic de certitude d'une leishmaniose viscérale. Quitte la forme promastygote, vous allez mettre leishmaniose viscérale confirmée. Présence des formes promastygotes au niveau du milieu de culture. C'est simple. La première semaine, les promastygotes, vous allez réincuber le milieu de culture. Pendant une semaine. C'est 14 jours. La même chose. Mais 15, 3 semaines. Après 3 semaines, résultat négatif.
absence, résultat, absence d'argument parasitologique en faveur d'une leishmaniose viscérale. هذه est la conduite à tenir. Normalement, c'est clair. OK? Alors, c'est Tahri. Est-ce que c'est clair? Et pour l'ensemble des étudiants. Très bien. Alors, كاينة حاجة كاينة حاجة la recherche au microscope. بعد في TP تعال تشوفوا, il y a le grossissement 40 et 100. Si on veut faire une recherche entre l'âme et la main, c'est grossissement 40. Sinon, un frottis, c'est grossissement 100. Le frottis, c'est grossissement 100. L'état frais, une goutte entre l'âme et la mêle, comme un microbio, c'est grossissement 40. Bon, là, c'est un détail pratique. Alors, je passe à la leishmaniose cutanée. Le diagnostic de la leishmaniose cutanée, il est facile. Il est facile par rapport à la leishmaniose viscérale. Donc, on a les arguments d'orientation. Donc, ici, qu'un patient, il va présenter des lésions au niveau des zones découvertes, le visage, le membre. Bon, donc, vous allez mettre vous allez effectuer un interrogatoire du patient, l'origine géographique. Est-ce qu'il a fait un séjour? Oui, non, faïn. L'évolution de la lésion. Bon, c'est simple. Vous allez demander la durée d'évolution de la lésion. Est-ce que elle dit 2 mois, oui, une année, etc. Bon, généralement, c'est une évolution qui est chronique, parce que la piqûre d'insecte ne va pas persister plus de 15 jours. 1 mois et demi, ça donne à réfléchir. Ça va attirer l'attention. Ça, le médecin et le pharmacien, un biologiste. Alors, c'est simple. Donc, vous allez faire un prélèvement. Vous allez prélever la lésion à le patient, décontaminer la lésion et vous allez gratter à la curette pour récupérer le suc dermique. Donc, regardez les photos. Alors, vous avez ces photos de lésions ulcéro-croûteuses ou là, lésions inflammatoires. Alors, ce que vous allez faire, donc au niveau de cette partie, la photo à gauche en haut, vous allez enlever toutes les croûtes. Alors, tout ce qui est sec, donc la lésion, elle est sèche. Donc, vous allez enlever les croûtes, camel. Donc, elle dit la partie, la deuxième photo, vous allez enlever cette partie, décontaminer, enlever la croûte, aussi, faites les photos. Donc, vous allez voir les flèches. Donc, vous allez enlever les croûtes et prélever par une lame bistouri, ou là, le vaccino style. OK? Donc, enlever les croûtes et faire un grattage, un curetage pour récupérer le suc dermique. Donc, vous allez avoir le suc, c'est un prélèvement plus ou moins liquide, le suc dermique. Faire des frottis, la même chose, un frottis sur une lame, fixé par le méthanol, coloré par le Giemson. Et rechercher au microscope optique, au grossissement sans la forme amastigote. Alors, vous voyez bien sur la photo en haut, Fadi la diapo, il y a les noyaux de macrophage, un noyau divisé en trois parties. Donc, c'est le noyau de macrophage. À l'intérieur, on trouve des formes amastigotes. C'est un macrophage qui est bourré d'amastigote. La forme amastigote, fait le noyau et le kinetoplaste. C'est clair. Donc, la forme amastigote, elle a une taille d'une plaquette. Alors, le microscope, on peut mélanger une plaquette avec la forme amastigote. Je me la plaquette ne fait le noyau, mais cache le kinetoplaste. OK? Donc, il y a le noyau, un point à côté du noyau, forme amastigote. La culture, la même chose. Ensemencer le prélèvement dans le milieu ananan, c'est la même chose. Généralement, la forme cutanée, c'est à partir du 5e jour d'incubation
Ça pousse. L'espèce, beaucoup plus, c'est l'Leishmania major. Leishmania major, elle pousse vers le 5e jour d'incubation, à 25 degrés. Toujours pour le diagnostic de la leishmaniose cutanée, donc on a l'inoculation à l'animal, technique bon, faite par des laboratoires spécialisés. L'examen histologique, il est rarement demandé. C'est généralement l'examen parasitologique qui permet de poser le diagnostic. Et la biologie moléculaire, la PCR, bon, n'est pas vraiment utilisée pour le diagnostic, mais elle a un intérêt d'identification des formes. Elle est peu utilisée parce qu'elle n'est pas disponible dans tous les labos. Par exemple, l'Algérie, elle a juste l'Institut Pasteur. Donc, elle n'est pas vraiment utilisée. Alors, le diagnostic de la leishmaniose cutanée, il est facile. Pour poser le diagnostic, juste il faut décontaminer la lésion, enlever la croûte et gratter sous la croûte. Récupérer le suc dermique, faire des frottis, fixation par le méthanol, coloration par le GIEMSA et la lecture au microscope optique au grossissement 100. Ce qu'on va rechercher, c'est la forme amastygote de Leishmanien sp. Donc, il s'ébore une seule forme. Il s'éborer une seule forme, ça permet de poser le diagnostic. Alors, le traitement, rapidement, le traitement, c'est l'antimoniate de méglumine. C'est le traitement de première intention. C'est la leishmaniose viscérale. Alors, généralement, la leishmaniose viscérale, le traitement, on parle de la leishmaniose viscérale. Parce que la leishmaniose cutanée, généralement, on trouve une abstention thérapeutique. Donc, les médecins, les dermatologues, des fois, ils traitent la leishmaniose cutanée. Ou des fois, quand l'évolution, elle est de 5 mois, 6 mois. Donc, c'est pas vraiment important de la traiter. Et, bon, pour la leishmaniose cutanée, il y a juste l'indication d'utiliser des antiseptiques, des antibiotiques. Des fois, il y a des patients où le dermatologue il exige l'utilisation de antiparasitaires, des antiparasitaires, l'antimoniate de méglumine, sous, avec une infiltration locale de l'antimoniate de méglumine autour de la lésion. Bon, là, c'est au médecin de juger l'indication de ce traitement. Mais généralement, la forme cutanée, c'est des antiseptiques et antibiotiques pour éviter les surinfections. Pour la leishmaniose viscérale, ce que vous allez apprendre, c'est le traitement de première intention, les DCI, antimoniate de méglumine, le reste, pentamidine, amphotericine B liposomale, miltefosine, allopurinol. هذوما le traitement de la leishmaniose viscérale. Alors maintenant, pour la prophylaxie, actuellement, comme la trypanosomiase, il n'y a pas de vaccin. Pour la leishmaniose, pas de vaccin. Alors, les mesures prophylactiques, les mesures au niveau de l'âme, pour les malades. Bien sûr, il faut une prise en charge des malades, diagnostic et traitement. Beaucoup plus, je parle de la forme anthroponautique, dont l'homme est le réservoir. Donc, qui compte l'homme réservoir, il faut faire un dépistage, traitement de masse. Bien sûr, lutter contre les piqûres de phlébotome par l'utilisation d'insecticides, des moustiquaires et éviter bien sûr de porter surtout dans la zone d'endémie, des, des- des vêtements courts, si vous voulez. L'action au niveau du réservoir. Réservoir, soit le chien, soit les rongeurs. Bien sûr, le chien. Dépistage systématique des chiens malades. Bon, les chiens malades, l'abattage des chiens errants. Chiens errants, les modrènes. Il faut faire un abattage parce que c'est un réservoir important de leishmanie. Sinon, pour les chiens, euh, mesures prophylactiques, il faut mettre des colliers. Donc, vous voyez sur la photo à droite, en haut, c'est le Scalibor. Le Scalibor, c'est un collier avec répulsif. C'est beau fait, un répulsif. Donc, mais les bottom, tout simplement, il قرب le chien. OK? Donc, un collier avec répulsif.
Donc, les rongeurs, toujours, destruction des terriers, l'utilisation des grains empoisonnés. Utilisation des grains empoisonnés pour pour éradiquer les rongeurs réservoirs de leishmanie. La lutte antivectorielle, c'est un volet très important, permet de réduire la transmission, c'est tout simplement l'utilisation d'insecticides. Il faut tout simplement utiliser les insecticides. Alors c'est bon, j'ai terminé. Alors est-ce que c'est clair pour la leishmaniose? La leishmaniose viscérale, la leishmaniose cutanée. Alors il y a une question. Attends, alors, s'il vous plaît, à partir de PMO, on cherche la forme amastygote ou promastygote. Alors s'il vous plaît, la PMO, c'est la moelle osseuse. La moelle osseuse, c'est à l'homme. C'est à l'autre vertébré, l'homme. L'homme est un mammifère. Chez l'homme, on recherche la forme amastygote. La forme promastygote, donc le cours, l'épidémie, elle n'est pas présente chez l'homme. La forme promastygote, c'est pour le milieu de culture ou le vecteur. Chez l'homme, pas de forme promastygote. Rien la forme amastygote. OK? C'est znasni. Est-ce que c'est clair? La PMO, l'examen microscopique d'une PMO, recherchez les formes amastygotes. OK? Attends, je vais voir aussi d'autres questions. La culture NNN, c'est bon? C'est bon. OK, znasni.